Vous écoutez Voix de médecin avec le département des Côtes-d'Armor. Qualité de vie, pratiques coordonnées, pôle pluridisciplinaire, venez vivre, partager et exercer dans les Côtes-d'Armor. C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de WhatsApp Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. J'adore mon métier parce que j'aime bien les gens. Il m'apporte quelque chose et de ça, on peut pas se lasser finalement, de rencontrer les gens, d'être content d'être avec eux, content à chaque fois qu'on entend une nouvelle histoire. Finalement, au fur et à mesure des patients qui viennent et tout, je me lasse pas. À chaque fois, c'est une nouvelle rencontre. Véronique Mignac est praticienne hospitalier en médecine polyvalente au groupe hospitalier Bretagne Sud de Lorient depuis 25 ans. Avec elle, nous avons parlé de vulnérabilité, de l'importance des gestes cliniques et de l'accompagnement en soins palliatifs. J'ai su que je voulais être médecin probablement assez jeune. En 5e, je me souviens que la prof principale nous avait demandé ce qu'on voulait faire et j'avais dit avocat ou chirurgien. Elle m'avait dit mais c'est pas du tout la même chose. Mais si, c'est un peu la même chose. D'une certaine façon, m'occuper de quelque chose du côté de la vulnérabilité. Plus que l'aspect scientifique par exemple. J'étais pas très scientifique, j'étais beaucoup plus littéraire que scientifique. Et le besoin profondément ancré chez moi d'être utile tous les jours. Pas un truc de me dire je fabrique des fauteuils roulants qui vont être utiles à des handicapés. Même ça, c'était trop loin. Il fallait que je puisse être utile vraiment de façon très très proche, quoi. Et après, je pense qu'il y a aussi une histoire personnelle du côté de mes 2 parents. Il y a eu des décès d'enfants très jeunes sur des insuffisances médicales. Et je me dis que peut-être ça a joué. J'ai aussi failli mourir le lendemain de ma naissance. Je sais pas, tout ça, mis bout à bout, me dit que peut-être ça a forgé une vocation aussi. Ok, alors il est un tout petit peu mieux. Il a eu hier matin avec l'orthophoniste 2 déglutitions et une hier après 3 déglutitions dans la journée. On se contente de peu, hein. Ouais, j'ai vu sa famille hier, donc je leur ai dit que on était quand même très très inquiets. Soit il meurt de ses infections pulmonaires à répétition si on continue l'alimentation, soit il meurt de dénutrition. Ma collègue est avec elle ensemble, moi j'arrive dès que j'ai terminé les transmissions. Après, j'aurais dit qu'il y avait peut-être quand même un petit espoir parce qu'il y a une toute petite amélioration motrice. La spécialité de médecine générale, je sais pas si je l'ai vraiment choisie. Il y avait plein de trucs qui m'intéressaient. Bon, globalement des spécialités médicales. Et puis surtout, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de choisir. J'ai quand même envie d'avoir une spécialité qui puisse me permettre de voir un peu de tout, d'avoir cet accès à la vulnérabilité qui n'est pas évidemment que physique, somatique, mais qui est aussi sociale, psychologique. La médecine générale répondait assez bien à ça. Ce qui m'a poussée vers la médecine polyvalente, c'est la vie d'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais vraiment très envie de travailler à l'hôpital, d'avoir une vie d'équipe médicale, avec des collègues avec qui échanger, avec qui faire des staffs, paramédicale, parce que je trouve que c'est hyper important de travailler avec des infirmières, des aides-soignantes, qu'on a une prise en charge qui est vraiment très complémentaire. C'est pour ça que je me suis orientée vers la médecine générale hospitalière, qui s'appelle la médecine polyvalente. Essayez d'avaler la salive là, ici là, hop, ah là... Peut-être c'est passé là. C'est un monsieur qui est pas très vieux, qui a 70 ans, mais qui est très 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 abîmé par l'alcool. Grosse infection pulmonaire. Suite à une chute dans son jardin, il a passé une nuit par terre à 0 degré. Parce qu'en fait, ce qui nous embête là, vous avez bien compris, ouais. C'est que comme vous n'arrivez pas à avaler, c'est pour ça que vous faites une infection pulmonaire tout le temps. Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Je vais écouter les poumons. Oui. Ça va être difficile de vous asseoir. Hein. Il y a vraiment des bénéfices pour moi, en tout cas vraiment sur plusieurs plans. De l'intérêt effectivement de la généralité, c'est-à-dire de voir beaucoup de pathologies différentes et en passant d'une chambre à une autre, d'être capable de voir un diabète déséquilibré, une plaie, une décompensation cardiaque, un cancer, enfin voilà. Et ça, moi, ça m'intéresse. La difficulté peut-être, c'est qu'on peut pas être spécialiste en tout, par contre. Donc l'important c'est de bien connaître ses limites et de savoir faire appel aux collègues, mais ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on a beaucoup de relations avec tous les spécialistes de l'hôpital. Il y a quasiment pas une journée où j'appelle pas un collègue spécialiste pour un avis, j'aime bien ces liens-là. Au 8 madame, vous l'avez vu hier madame? Oui, c'est moi qui ai fait son entrée. Waouh, elle est... Bon, déjà sur le plan respiratoire, elle est polypnéique. Est-ce que la pneumo a appelé? Ils sont censés appeler, j'ai pas encore eu appel.
en Pas tout très cas. en forme, hein. Non. Et elle, je lui ai dit, alors elle est schizophrène, hein. Oui. Mais c'est une dame qui était quand même vachement bien insérée. Enfin, elle a travaillé à la poste, elle était factrice. D'accord. Hormis le fait qu'elle se fâchait assez facilement. Je me sens Bref. visée. Non, non, j'ai rien dit. Mais ils se sont quand même beaucoup battus avec le médecin traitant qui voulait pas venir à domicile parce que justement une fois elle avait été un peu agressive avec elle. Ah mince. Et du coup je pense qu'il y a eu un peu un retard diagnostic. Et Jérôme se posait une question, donc elle est traitée par clopixol par voie IM. On se demandait c'était quand la dernière IM, peut-être pour pas avoir de loupé. 25 février. Ah bah comme Ouais. t'as tout prévu. Elle est presque. C'est parfait. C'est quelque chose que je fais au quotidien, d'essayer de bien retenir les histoires des gens, pour plusieurs raisons. La première, d'abord, j'ai de la chance, j'ai toujours une bonne mémoire, peut-être que ça joue. La deuxième, c'est le respect que je leur porte, et puis ça m'intéresse. Au premier degré, je pense, ça m'intéresse. C'est passionnant de se dire que cette personne-là, elle a ça, et ça, et ça, et d'essayer de faire du lien entre tout. Quand je la vois, c'est aussi important pour moi d'avoir tout ça dans la tête. Et puis quand je vois les familles, parce qu'on voit beaucoup les familles, ben de savoir de quoi je parle quand même, quoi. Enfin, je trouve que c'est important. Vous êtes disponible, monsieur? Comment ça va? J'arrivais plus à respirer encore une fois. Hier soir? Oui. C'est un monsieur qui est arrivé chez nous le jour de son entrée. On lui a annoncé qu'il avait un cancer et qu'il n'y aurait pas de traitement. Devant l'incapacité qu'il ressentait, comme son épouse d'ailleurs, à rentrer à la maison, même avec l'hospitalisation à domicile, il part en unité de soins palliatifs. Bon, vous êtes content de partir à l'unité du Divite alors? Oui, non, j'étais bien ici aussi, non. Je vous ai déjà dit qu'on peut pas vivre Ouais, ici. je sais bien. Bon, vous verrez comment ça se passe là-bas. Surtout suivant mon état, quoi. Ben oui. Si je m'aperçois que mon état va mieux, vous verrez sûrement d'une autre manière. Après, malheureusement, on sait bien que c'est pas sûr que ça aille mieux, quoi. C'est pour ça que c'est mieux. Voilà. Bon, en tout cas, bon séjour là-bas. Oui, ben, je vous remercie. Et puis, j'ai dit à votre épouse que j'essaierais de la croiser ce midi parce qu'elle vient manger avec vous, c'est ça? La première fois que j'ai pris conscience que j'étais touchée par le corps de quelqu'un, je me souviens très bien, c'était mon premier stage en rhumato, donc j'avais 19 ans à Nantes, et je me souviens, c'était une dame, une vieille dame, qui était démente, et qui dans sa démence s'était levée toute nue et sortait comme ça de sa chambre, et je me souviens du choc que ça m'a fait, ce corps vieux, ridé de partout, et je me souviens très bien de ce que ça m'a fait. Et m'être dit à ce moment-là que c'est un métier où on touche le corps de l'autre, mais qu'on ne peut pas toucher sans être touché soi-même. Même si au départ je touche effectivement de manière professionnelle, l'examen abdominal, l'auscultation, au final ça me touche aussi moi. Et donc ça autorise parfois, pas toujours, de toucher la main, de toucher autre chose qui crée aussi une proximité qui n'est pas seulement professionnelle mais humaine. Tenez, je vais vous donner ça. Merci beaucoup. Pour votre gentillesse. Heureusement, je mange pas tous les chocolats qu'on m'offre. Vous allez bien? Vous allez bien tout à l'heure? Je l'ai vu ce matin, j'avais pas l'intention de repasser le voir parce que vous vouliez qu'on refasse un point? Non. Ou pas spécialement? Non? Non. C'est pris, vous m'avez dit que c'était pris en charge par la Sécu, la mutuelle. C'est un hôpital. J'ai amené ces papiers. Oui. Ok. Bon, bon courage pour la suite en tout cas. Ah oui. Par contre, moi, ça me fait plus de kilomètres. Combien? 23. 23. Je sais pas s'ils s'en rendent compte. Bon, enfin, c'est pas grave. Après, je pense qu'il faut pas vous sentir obligé de venir tous les jours non plus. Ah non, mais je viens pas. Je peux le dire, franchement, j'ai pas du tout aimé mes années de fac et de stage parce que je voyais tellement de choses qui me semblaient justement contraires à ce respect, à cette émotion que moi je ressens quand je vois quelqu'un. Je me souviens vraiment de professeurs, chefs de service de CHU qui étaient vraiment pas du tout respectueux des patients et de leur corps. Une visite à 12 en gastro-entérologie avec un toucher rectal devant les 12 personnes. Et je me souviens mais quasiment du malaise physique que je pouvais ressentir et où je n'avais qu'une envie, c'était de dire mais on peut pas faire ça, mais je pouvais pas le dire. Où j'avais qu'une envie, c'était de sortir de la chambre, mais je pouvais pas non plus. Sinon mon stage n'était pas validé. Et je me souviens très bien me dire vivement le jour où moi je serai médecin pour faire la médecine que moi je veux faire. Et ça c'est vraiment le truc qui m'a poussé toutes mes études, qui m'a motivée. Ça va? Oui. Ouais. Vous êtes bien au soleil là? Oui. Vous n'avez pas trop chaud? Non. Non? Vous voulez boire un peu? Non. Non. Vous voulez pas boire? Non. Parce qu'au soleil là, il faut pas vous déshydrater, hein? Non. Non? Non. Vous glissez un peu dans le fauteuil? Non. Non? Non.
Est-ce que votre mari vient aujourd'hui? Oui. Oui. Il vient tous les jours? Oui. Vous voulez pas boire un petit peu? Vous êtes sûr? Non. À plus tard alors? Oui. On attend d'aller en maison de retraite. Et en fait, c'est comme ça. Parfois c'est non, non, non à tout. Parfois elle veut bien. Et en même temps, je me disais, je veux garder cette sensibilité parce que j'ai connu des étudiants qui étaient avec moi, qui étaient plutôt comme ça au départ et qui se sont un peu durcis, façonné une petite carapace pour pouvoir supporter tout ça. Un bon médecin, c'est un bon technicien, parce que la première des compassions, c'est la compétence. Les patients, ils attendent d'abord d'être soulagés, d'être guéris si possible. Et puis, un bon accompagnant, quelqu'un qui va être justement attentif à tout ce que la maladie peut avoir aussi comme répercussion sur la vie, sur comment la personne se sent, comment elle vit, ce qu'elle est en train de traverser, etc. Et effectivement, je pense que à la fac, en tout cas à mon époque, on apprenait à être un bon technicien. Ça a pu faire des générations quand même de médecins paternalistes, parfois humiliants ou méprisants vis-à-vis des patients. T'aurais vu Estelle a failli s'en prendre une ce week-end. Ouais. Son mari est venu me voir la semaine dernière, il me dit on fait quoi? Et parce qu'elle, tous les jours, elle me dit qu'elle veut rentrer à la maison avec moi. Elle lui dit ça, et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est un peu en colère et qu'elle est dans le refus et dans l'opposition. Elle me dit si vous me la ramenez, je me suicide. Oui, je suis au courant. Okay, c'est une bonne raison pour pas la ramener. C'est pas que du chantage, je pense vraiment qu'il est pas bien. Non, parce que c'est vrai qu'ils sont connus effectivement des travailleurs sociaux du secteur. Et ma collègue m'avait dit, non, si madame rentre, monsieur serait capable en fait de mettre fin à ses jours. Et elle a vraiment ressenti cette détresse de la part de ce monsieur qui n'arrivait plus à porter son épouse. Donc je fais pas le forcing, quoi. Ok, merci. Elle boit bien? Écoute, je veux pas te dire, j'ai été dans le non ce matin. Quelqu'un qui prend une température, Estelle a fait se prendre une bonne baffe. Ouais, d'ailleurs, et peut-être qu'on pourrait réduire la prise des constantes. Ou alors on prend quand elle accepte, sinon. Oui, c'est ça, on s'énerve pas et on risque pas les baffes pour une température, je pense que ça vaut pas le coup. Côtoyer des psychologues, apprendre à travailler avec eux, ils nous apprennent aussi beaucoup de choses. Faire des formations sur l'annonce. Alors tout ça, c'est des choses que j'ai beaucoup travaillé pendant toutes les années où j'ai fait beaucoup de soins palliatifs. C'est un temps de l'existence où les gens sont authentiques. Ils peuvent plus faire semblant, ils peuvent plus se cacher derrière leur boulot, se cacher derrière ce qu'ils ont fait. Ils peuvent juste être. C'est un temps qui est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, extrêmement riche, qui peut être pour certains patients quasiment un paroxysme dans leur existence, même si ça paraît bizarre de le dire. Je me souviens d'une dame assez jeune, elle avait 48 ans, qui allait mourir d'un cancer multimétastasé, qui me disait que, après avoir traversé pendant plusieurs années la maladie, les traitements, etc., et s'être battue intérieurement contre la colère qu'elle ressentait à l'idée de quitter ses enfants, qu'elle me racontait tout le cheminement qu'elle avait fait justement pour apprendre à être. Elle disait, maintenant que j'ai appris ça, c'est la première fois de ma vie, et c'était quelques semaines avant de mourir, que j'ai l'impression d'être aussi intensément. Pendant longtemps, j'y ai pensé et je me suis dit, ouais, c'est tellement important ça, finalement, d'apprendre à être. Et peut-être pas seulement quand on est à la fin de sa vie, mais il y a tellement de choses qui font barrage à ça dans nos existences, un peu futiles, c'est une belle leçon de vie qu'elle m'a donnée et c'est quelque chose que je peux apprendre moi aussi. La première mort à laquelle j'ai été confrontée, je me souviens pas, mais par contre la première mort qui m'a vraiment touchée, j'étais interne, c'était une dame qui mourait aussi d'un cancer d'ailleurs. J'étais passée la voir le matin, je la sentais pas bien et surtout extrêmement angoissée quand elle était toute seule. D'ailleurs elle sonnait beaucoup pour les infirmières, les aides-soignantes. Elle m'avait dit, est-ce que vous pouvez repasser en début d'après-midi? J'ai été passée en début d'après-midi. Et là, elle m'accroche par le bras et elle me dit, je sens que c'est la fin, j'ai vraiment besoin que vous restiez jusqu'à la fin. Et là, je me suis dit, waouh, est-ce que je peux faire ça d'abord parce que j'ai plein d'autres patients à voir, parce que j'ai plein de trucs à faire. Et j'ai fait le choix de rester. Et j'ai passé 2h30 cet après-midi-là avec elle, sans qu'ils se disent forcément grand-chose. Je me souviens très bien au début de me dire, oh, non mais qu'est-ce que je fous là? Et avec le temps, finalement, je suis là, je lui ai dit oui. Donc je tiens ma parole, je reste là. Je vois encore très bien son visage.
Après, en soins palliatifs, j'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre de personnes où là, par contre, je me souviens d'une chose que je me suis dit, c'est qu'on dit tout le temps le moment de la mort, un peu comme dans les films où on voit le dernier souffle et tout ça, alors qu'en fait, c'est pas exactement comme ça dure un peu. Il peut y avoir une respiration, puis encore une, alors qu'on s'y attend pas. Et puis le patient respire plus, puis son cœur bat encore. C'est plutôt les instants de la mort, c'est plutôt au pluriel, plutôt que le moment de la mort, quoi. Et finalement, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir un peu découvert avec ces expériences-là. Un bon médecin, c'est aussi quelqu'un qui connaît ses limites. Moi, il y a plein de fois où je sais pas et je dis je ne sais pas. Je me souviens de ma première erreur. J'étais urgentiste tout au début après ma thèse. Je suis passée à côté d'un diagnostic chez une dame aux urgences qui a du coup dû aller en réanimation, être dialysée. Elle s'en est sortie, mais ça a été une grande leçon d'humilité pour moi. C'était une dame qui présentait des douleurs abdominales importantes. J'avais fait des examens complémentaires. Il y avait probablement un début d'infection, mais c'était vraiment minime sur la prise de sang. Sur le scanner, on voyait rien. Je l'ai du coup soulagée, pensant que c'était plus des douleurs fonctionnelles. Et en fait, elle avait une salpingite. Et l'infection s'est propagée et c'est comme ça qu'elle a fini en réanimation. Pendant plusieurs semaines, j'étais pas bien parce que c'est terrible de se dire qu'on a dans ses mains cette responsabilité-là. Je le savais avant qu'il fallait connaître ses limites, je le savais qu'il fallait rester humble par rapport à ses connaissances, mais là j'en ai fait vraiment l'expérience. Je l'oublie jamais, cette dame. Quand j'ai des doutes, je repense à elle et je me dis, allez, va plus loin. Bonjour monsieur. Depuis quand vous avez mal ? Depuis hier. Hier quand ? Vous m'en avez pas parlé ? Là, ça fait mal quand j'appuie ? Ouais. Ici, là ? Voilà. Je regarde. Vraiment, il y a quelque chose qu'on remplacera jamais, je crois, même avec l'IA. Alors bon, je m'avance un peu. C'est ce qu'on ressent quand on échange avec quelqu'un. Il faut suivre son intuition. Parfois, les gens disent une douleur, non, moi si un petit truc, mais voilà. Puis et en fait, si, ce petit truc-là, il est important à entendre. Et puis, effectivement, ce qu'on sent. Par exemple, j'ai toujours bien aimé l'examen abdominal. Je trouve qu'on sent des choses dans les mains. Si le tissu est tendu, s'il est détendu, s'il y a une masse, s'il n'y a pas de masse, s'il y a des gaz, s'il n'y a pas de gaz, on sent plein de trucs, en fait, dans les mains. Et je trouve que ça, faut pas le perdre. Parce que ça nous dit quelque chose de ce qui est en train de se passer dans le corps de l'autre. Il faut faire attention. Quand je dis j'ai mal nulle part, j'ai eu mal là. C'est au moment où vous dites que vous n'avez mal nulle part que vous me dites que vous vous rappelez que vous avez mal. Bon, on va surveiller un peu. Après, c'est pas impossible que ce soit une localisation osseuse du cancer, comme vous en avez. Ouais. On va vous donner un médicament, là. Oui. D'accord ? Il faut faire attention aux examens complémentaires, aux imageries. Bien sûr, c'est hyper important, c'est une chance énorme d'en avoir, mais je trouve qu'il faut vraiment pas perdre la clinique. Et ça m'a confirmé quand je suis allée travailler un peu en Ouganda, en Afrique, où effectivement l'accès aux examens complémentaires est beaucoup plus restreint. Et on apprend à être clinique. Appuyez sur mes mains, là. Fort. Le poignet, ça fait toujours mal. J'arrive pas à le plier, là. Non. Est-ce que c'est un peu moins raide ? Il y a mieux. Il y a un mieux. Vous avez pas envie de marcher ? J'ai tellement souffert que maintenant je veux qu'on me laisse un peu tranquille, respirer parce que. Je leur demanderais de passer, mais peut-être pas aujourd'hui alors. Non. C'est ça, ouais. Vous avez eu de l'œdème un peu au niveau des. Non, ça va ? Bon, je vous demande ça parce que c'est un signe parfois de dénutrition. Là, par exemple, cette semaine, la dame de la chambre 8, cette dame-là, elle est rentrée pour des douleurs lombaires. Elle a eu radio, scanner. Elle a aussi été examinée aux urgences, je suppose, mais peut-être pas complètement. On a trouvé des métastases osseuses et tout ça. Et là, on me la montre dans le service en me disant... Il faut rechercher un primitif. Moi, le premier truc que j'ai vu à l'examen que j'ai fait hier, c'est qu'elle a un sein qui est pas normal, avec une tuméfaction, avec un mamelon rétracté, et je sais que c'est un cancer du sein. Et je pense que vraiment, il faut pas oublier ça. Après, bien sûr, la mammographie viendra le confirmer et tout ça, mais je pense qu'on cible mieux aussi nos examens. Et donc, les dépenses. C'est mon petit couplet économique, si on est un bon clinicien. Comment ça va ? Bien. Bien. Je vais pas dire que ça va pas. Non, mais ça me fait plaisir de vous entendre en dire plus, ça. j'ai été au lavabo me laver ce matin. D'accord. Vous avez réussi. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Ouais, d'y arriver toute seule. En même temps. Ouais, c'est bien. Et puis, comme vous m'avez dit que j'avais fait pas mal de progrès, et je suis fière de vous aussi, parce que franchement, j'étais arrivée ici, c'était pas comme ça. Non. Comment ça va la respiration là ? Impeccable. Je peux écouter ? Oui,
allez-y. Allez-y, respirez par la bouche. Je trouve que j'ai un bon équilibre. J'ai essayé d'éduquer mes enfants comme ça, en leur disant, pour tenir debout, faut un trépied. Parce que s'il y en a un qui se casse la gueule, il en reste encore 2. Et donc, il y a la vie pro, la vie perso, et puis pour moi, la vie relationnelle, amicale, associative, voilà, qui est vraiment tout aussi importante, je pense. Et oui, moi j'ai l'impression que j'ai plutôt un bon équilibre, que j'ai toujours eu, je pense. Peut-être aussi parce que j'ai pas toujours travaillé à temps plein, notamment quand les enfants étaient petits. Et du coup, j'ai pas l'impression que ça ait trop empiété, par exemple, sur ma vie personnelle. Maintenant, ça reste toujours fragile, cet équilibre-là, parce que j'aime bien ce que je fais, donc je suis capable d'y passer des journées où je me donne à fond. Pendant 15 ans, je me suis occupée d'une équipe de soins palliatifs et où je faisais quand même beaucoup ça. Et je pense que j'étais fatiguée. Et je m'en rendais pas complètement compte, hormis ce petit signe-là, de me dire, qu'est-ce que j'aimerais bien tenir une librairie. Et mon mari qui m'a dit, Véro, t'as perdu de la joie. C'est à ce moment-là que j'ai changé, que je suis venue en médecine polyvalente et que j'ai un peu inversé la proportion de travail, c'est-à-dire que je fais plus de médecine polyvalente et moins de soins palliatifs, alors qu'avant c'était l'inverse. Et effectivement, peut-être que c'était le moment où j'en avais besoin, parce que j'ai l'impression d'avoir retrouvé de la joie. Alors il y a la fissure là. Oui. Ça vous fait mal ça? Ça c'est ça, le pire, c'est celui-là. Oui. Alors, parce que ça tire un peu sur la peau? Oui. Ouais. Sinon, faut demander aux collègues de vous aider. On est là sinon, pour ils ça. sont tous sympas. Ah oui, c'est une super équipe. Ouais. Et ça c'est bien. En plus, il y a le petit jeune là qui s'occupe bien de moi. Oui, il est sympa, hein. Oui, c'est pour lui apprendre le métier. Ouais, il est élève infirmier. Oui. Il me dit par contre, je vais vous mettre le fauteuil comme ça, vous allez vous débrouiller toute seule. Quand il a vu comment je me machinais, il me fait ah ouais, quand même, bon. Probablement sorti lundi ou mardi. Ouais. Hein? Ouais. Et en attendant, vous donnez tout. Hein? Voilà, tout à fait. Souvent, je dis que j'adore mon métier parce que j'aime bien les gens. Et je pense qu'en fait, c'est vrai. Ils m'apportent quelque chose. Et de ça, on peut pas se lasser finalement. De rencontrer les gens, d'être content d'être avec eux, content à chaque fois qu'on entend une nouvelle histoire. Finalement, au fur et à mesure des patients qui viennent et tout, je me lasse pas. Une phrase qui me vient comme ça, qui est d'une psychologue. Alors, elle dit « Toute personne que tu rencontres porte en elle une vulnérabilité dont tu ignores tout, sois indulgent. » Et ça, c'est vrai. Dans chaque personne que je vois, il y a quelque chose qui est blessé, qui a été blessé, et que ça appelle vraiment à beaucoup de respect, beaucoup d'indulgence, beaucoup de douceur aussi, parce que finalement, on ne sait rien de cette blessure-là. Et ça, je me dis que c'est ce qui m'anime, en tout cas une des leçons que je continue à porter avec moi, et peut-être que je la porterai jusqu'au bout de ma carrière, quoi, je pense. Enfin, c'est possible en tout cas. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand, et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate, réalisé par Thomas Litti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!